Allô? Allô? Oui, professeur. Oui, c'est bon maintenant. Oui, le son est parfait, merci. Bon, ok. Maintenant, si je dois utiliser mon PowerPoint, je sors un peu pour l'utiliser ou quoi? Comment faire pour partager le PowerPoint? Mohamed va le partager. Celui qui s'occupe de la régie va le faire. D'accord. Il a le PowerPoint. Hein? Oui, il l'a. Je suis là. Non, non, non. Bon. Ce que je vais faire, je vais vous donner la possibilité de partager vous-même. Vous pouvez essayer tout de suite même si vous voulez. D'accord. Mais si ma connexion n'est pas suffisante, je vais allumer ma box. Hein? Vaut mieux le faire tout de suite même. Ah bon, d'accord, ok. Autant que je l'utilise, que je ressorte pour utiliser le truc là. D'accord. C'est bon?
Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue aujourd'hui à ce numéro 10 de nos conférences en ligne Citizen Legs. Aujourd'hui, nous parlerons de gouvernance de l'enseignement supérieur en Afrique et nous avons l'honneur d'avoir avec nous le professeur Abdou Salam Sall et Dr Adiba. Le professeur Abdou Salam Sall est marié et père de 3 enfants. Abdou Salam Sall est professeur de chimie organique en classe inorganique, en classe exceptionnelle de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a une expérience de 25 années dans le management universitaire, dont 5 en tant que secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur du Sénégal, 3 comme doyen de la FST de l'UCAD, 7 en tant que recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et 10 en tant que consultant de l'enseignement supérieur. Il est aussi l'initiateur de la visio-action de l'UCAD, avec à la clé nombre de réformes ayant contribué de façon décisive à la transformation de l'enseignement supérieur à l'UCAD, au Sénégal et dans les pays francophones d'Afrique. Il a été président du Comité national de pilotage des assises de l'éducation et de la formation du Sénégal en 2013-2014. Il est aussi le promoteur du Centre PEMEL de Podor. Il est auteur ou co-auteur de plus d'une 50aine de publications scientifiques, de 2 ouvrages et co-auteur d'un ouvrage sur l'enseignement supérieur. Nous aurons à ses côtés Dr Adiba, qui est docteur en sciences cognitives, enseignant-chercheur au département de philosophie de la PASTEF et ex-école normale supérieure et directeur du laboratoire de recherche sur les systèmes éducatifs, l'ARCED. Il est aussi chargé des études et des revendications du SUSES, syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, section enseignement supérieur et recherche. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Dans le cadre de nos conférences qui sont faites avec les associations JIDER et Lex-Africa, la Fondation Heinrich Böll et Lead Sénégal, avec au service technique Manager Prod. Aujourd'hui, nous parlons d'actualité, nous parlons de gouvernance de l'enseignement supérieur en Afrique. Aujourd'hui, alors que les résultats du bac sont en train de tomber, le sujet ne peut être plus d'actualité. Comment allez-vous, professeur? Très bien. Je voudrais d'abord vous féliciter pour cette heureuse initiative. Il faut qu'au Sénégal, qu'on discute des choses qui nous aident à avancer. Et sous ce rapport, je suis très content d'avoir été invité. Je salue mon co-débatteur, Adiba. C'est rare que je ne connaisse pas quelqu'un de l'université, mais bon, c'est toujours comme ça. On avait quand même tenu à avoir un mix de générations dans cette discussion. Et merci au docteur Ba d'avoir répondu rapidement. Merci de m'enterrer. Moi, je ne suis pas vieux. Hein? Non, en expérience. En expérience. On compte des années d'expérience. On compte des années d'expérience. Professeur, on ne pourrait débuter sans pour autant parler de la crise que subit ce monde aujourd'hui. Quel enseignement tirez-vous de la COVID-19? D'abord, la COVID-19 révèle des choses que la crise de 2008 avait soulevées. Les dogmes qu'on nous avait imposés sur le libéralisme, sur le libre marché, s'avèrent être des dogmes qui ne sont pas opérants. Donc, vous avez vu, avec cette crise, chaque pays est sorti des logiques budgétaires pour pouvoir traiter les questions. Si vous regardez au niveau de l'Europe, c'est la même chose. Au niveau de la Chine, au niveau des États-Unis, on avait voulu traiter la santé comme une entreprise avec des équilibres, etc. Ça ne marche pas. Ça n'a pas de sens avec cette crise-là. Cette crise révèle qu'il y a beaucoup de paradigmes qui régissaient le monde d'avant, qui ne vont plus exister maintenant. Cette crise montre aussi qu'en Afrique, nous ne produisons rien du tout. Nous consommons tout. À part nos matières premières, nous n'avons rien. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'on vive de la production des autres. Et la crise aussi a montré une certaine capacité au niveau des Africains qui ont produit des choses au niveau des universités, mais en dehors des universités, les tailleurs, etc., ont produit des masques. Donc, il y a un savoir-faire qui, si on travaille bien, si on
Il faut aussi saluer le fait que l'Union africaine parle d'une seule voix pour l'annulation de la dette. Je crois qu'on doit soutenir cela. Mais même si on annulait la dette aujourd'hui, si les choses restent en l'état, nous serons encore endettés. Donc, il faut qu'on change les choses. On ne peut pas changer les choses à partir tout simplement du Sénégal. Il faut changer les choses en utilisant l'Union africaine, en utilisant les communautés économiques régionales pour avoir la taille critique pour pouvoir se battre dans le monde. Regardez, la Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants. Les États-Unis, c'est 350 millions d'habitants. L'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants. Si l'Afrique vient avec 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique peut peser. Il faut qu'on déconstruise les éléments qui viennent de la colonisation. Il faut qu'on refuse ce qu'on nous propose comme place dans le monde. Il faut qu'on s'impose. Pour s'imposer, il faut industrialiser l'Afrique. Il faut 2 paramètres. 1, renforcer l'unité africaine avec les attributs qui vont avec l'armée et la banque centrale. Et d'autre part, faire en sorte que les prix des matières premières d'Afrique se fixent en Afrique. Cela n'est possible que si l'Afrique transforme ses matières premières. La Malaisie nous a montré le chemin. La Malaisie a transformé l'huile de palme et la Malaisie fixe les prix de l'huile de palme. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les champions en cacao, se battent pour fixer le prix du cacao. Il faut qu'on les soutienne. Pour les soutenir, il faut développer une industrie forte de transformation du cacao dans la région. Rien ne sera donné. Il faut qu'on se batte. Si on se bat bien, si on réunit chaque fois sur toute question, regardez cette crise, beaucoup de chefs d'État, y compris le nôtre, le président Macky Sall, s'est appuyé sur une équipe scientifique qui lui dit ce que dit la science. Et à partir de là, il fonde ses décisions. Pourquoi ne pas utiliser ça de façon structurelle sur toutes les questions? Les académiques pourront dire l'état de la science et les gouvernants pourront prendre les décisions tout en sachant l'état de l'art. Mais c'est la synergie. Aux États-Unis, ils ont utilisé la synergie entre les académiques, le secteur public et le secteur privé pour se développer. Nous, nous proposons à ce triptyque d'ajouter la société civile. Si en Afrique, on essaie de regrouper ces 4 forces, l'Afrique pourra compter, mais il faudra se battre. Il faudra beaucoup travailler. Il faudra qu'on élargisse nos horizons. Il faut qu'on ose. Et maintenant, on me dira, il y a 2 problèmes qui s'opposent à cela. C'est d'abord, 1, le transfert de technologie et 2, le financement. Le transfert de technologie, les capacités dans les universités montrent qu'il y a un savoir-faire. Dans la société, il y a un savoir-faire. Mais mieux, la diaspora scientifique africaine est un outil pour faire les raccourcis en matière de transfert de technologie. Troisièmement, si on est unis en tant qu'Afrique, on applique les mêmes règles qu'en Chine. C'est-à-dire, si tu veux travailler avec nous, tu nous transfères la technologie, sinon tu ne viens pas travailler avec nous. Mais un pays comme le Sénégal ne pourra pas imposer ça. Mais si on est Afrique, Afrique de l'Ouest, on peut l'imposer. Maintenant, sur le financement, en attendant qu'on crée notre banque centrale, les banques qui existent vont faire le travail, mais il faut aller vers le crowdfunding. Les Africains doivent inventer une autre façon du capital. Il ne faut pas que le capital soit entre les mains d'une seule personne, de quelques personnes. Il faut que le capital soit distribué. Il faut que la richesse soit créée, multipliée, mais disséminée. Il faut que nous tous, que nous puissions monter en haut ensemble. L'Afrique doit inventer autre chose pour le monde et c'est là où on nous attend. Mais c'est là où on attend tous les Africains. Ce n'est pas seulement les gouvernants. Pour moi, le leadership étant distribué, chacun peut contribuer. Moi, j'ai écrit un texte sur le Covid et après, et ce sont ces éléments-là que je développe là-dedans. Merci beaucoup, professeur. Quelle belle entame. Docteur Ba, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous.
Bonsoir. Donc, la COVID-19, qu'est-ce que ça vous inspire? Permettez-moi d'abord de vous présenter mes excuses pour m'être connecté en retard. J'étais en train de voyager toute la journée. Là, je viens juste d'arriver à mon point de chute et j'ai trouvé une connexion Internet. Donc, merci de l'invitation et toutes mes excuses pour le retard de la connexion. Pour la COVID-19, je trouve que c'est une expérience extrêmement intéressante, en fait, pour nous. L'une des choses que tout le monde constate, en fait, dans le monde, c'est que le Sénégal s'en sort très bien. Hier encore, il y a eu un article dans USA Today qui disait que le Sénégal était le deuxième pays en termes d'efficacité de la réponse au COVID-19. Et c'est extrêmement intéressant pour nous parce que pour une fois, on a eu une crise au cours de laquelle nous n'avions pas le choix. Tout le monde était dans la même situation. Les pays occidentaux étaient préoccupés par leurs propres problèmes. La France s'en sortait beaucoup moins bien que nous. Tout le monde s'en sort. Tout le monde est sur la même barque. Et pour une fois, nos dirigeants ont été obligés de faire confiance à l'expertise locale. Et quand ils ont fait confiance à l'expertise locale, on s'est rendu compte que cette expertise-là est telle que nous nous classons parmi les premiers au monde, donc en termes d'efficacité de la réponse. Les gens ont tendance aussi à dire que la population ne respecte pas les mesures barrières. Ce n'est pas vrai, c'est du mépris pour la population, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans le pays, beaucoup de Sénégalais, beaucoup de citoyens lambda ont respecté les mesures barrières. Collectivement, nous avons remporté une victoire et nous devons le reconnaître. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait confiance à notre expertise locale, si on mobilise notre population, on est capable de remporter les défis qui sont face à nous. Le problème, c'est que nos gouvernements ont tendance, en premier ressort, à transférer la réflexion à l'étranger, à chercher des solutions dans les pays développés, notamment en France. Donc, peut-être que l'une des choses vraiment qu'on doit apprendre de cette crise-là, c'est que nous devons faire confiance à notre population et à notre expertise si nous voulons nous développer, si nous voulons remporter les défis qui sont les nôtres. Merci beaucoup, Dr. Ba. En tant que professeur ou intellectuel, vous devez savoir que le professeur Abdou Salam a déjà réfléchi sur la question et a produit un ouvrage qui parlait de ça, de la gouvernance de l'enseignement supérieur en Afrique, gouvernance universitaire, une expérience africaine. Donc, on avait échangé avec lui pour camper le débat sur les questions suivantes. Lui, tout au long de cet ouvrage, il a pu répondre aux questions comment asseoir les structures de gouvernance, quel nouveau mode de management public, pourquoi l'autonomie et les libertés de franchise universitaire, comment diversifier les financements, comment piloter la formation, la recherche et la coopération, etc., etc. Énormément de questions. Nous avons parcouru ce document qui est très, très, très riche. Mais nous allons camper le débat autour de 3 points que nous pensons ne pas pouvoir tout écouler au cours de ces 3 points, mais au moins, on pourra échanger avec ceux qui nous suivent. Le premier serait quel est le nouveau management public pour les universités? Le deuxième point serait l'autonomie et les franchises universitaires. Et le troisième point serait les financements. Donc, professeur, pour vous, le nouveau management public des universités, qu'est-ce que cela vous inspire? Je vous remercie, mais vous mettez des points qui sont des points majeurs. Mais bon, ce sera pour une prochaine discussion. Effectivement, oui. Il est difficile d'aborder l'ensemble des éléments, mais en plus de ce que vous avez cité, il y a les valeurs sur lesquelles on a parlé, il y a la communication, il y a la rédaction des plans stratégiques des universités et il y a le leadership. Maintenant, d'abord, quel est le contexte? Le contexte est que les pays du Nord avancent des paradigmes que nous adoptons sans les questionner, ce qui est contraire à l'éthique universitaire. Regardez, quand dans les années 80, nos banques ont eu des problèmes, la recommandation était de les fermer. En 2008, les banques
en Occident ont eu des problèmes, les États les ont soutenus. Donc, il y a une asymétrie de ce qui est recommandé et nous, on suit comme ça. On nous parle de droit d'ingérence et les gens se lèvent, droit d'ingérence. À l'arrivée, on a vu que ces droits d'ingérence, c'était pour défendre des intérêts. La France a bombardé la Libye pour ses propres intérêts. Donc, l'essence même de l'enseignement supérieur, c'est de se questionner, de fixer des standards très élevés, mais de les interroger en permanence pour les améliorer. Et le monde moderne a ceci d'intéressant, si on voit les pays de l'Asie du Sud-Est, mais en peu de temps, en utilisant la science et la technologie, ces pays se sont développés très rapidement. Donc, il faut qu'on apprenne, nous, comment est-ce que nous pouvons avancer sur ces questions. Et maintenant, il est reconnu que les établissements d'enseignement supérieur constituent des facteurs de dynamisation des territoires. Mais quand on dit ça, l'enseignement supérieur, c'est quoi? Quand au XIIIe siècle, les Européens ont créé l'enseignement supérieur, ils ont tout simplement regroupé des sachants pour que ces sachants-là répondent aux questions de la société. L'enseignement supérieur n'a pas d'autre objet. C'est de répondre aux questions de sa propre société d'abord. Et la société, elle est mondiale. Donc, nous devons nous-mêmes regarder sous ce rapport comment gérer l'enseignement supérieur. Nous avons hérité l'enseignement supérieur de la France. Nous avons exactement fait les mêmes structures que les Français. Alors que dans le monde, il y a d'autres modèles. Parce que l'enseignement supérieur, on doit avoir une alliance entre la société et l'université. Si on regarde les structures de gouvernance de l'enseignement supérieur, l'UCAD que j'ai dirigé, l'Assemblée de l'université, c'était 60 membres. Il n'y avait que 10% d'extérieurs. Et tout le reste, c'est des académiques. Or, le nouveau management public veut que les meilleurs talents de la société dirigent l'université par un conseil d'administration restreint qui appointe le recteur ou le président de l'université et son équipe. C'est là où il y a le problème parce que nous, on a une tradition de gestion démocratique. Une tradition de... mais ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Le représentant à l'Assemblée de l'université ne venait pas pour défendre l'université. Il venait pour défendre ceux qui l'ont élu à être à l'Assemblée de l'université. Donc, ce sont ces mutations. Et aujourd'hui, ce qu'on demande à l'enseignement supérieur par rapport à ce qu'on demandait à l'enseignement supérieur, ce n'est pas du tout la même chose. On demande à l'enseignement supérieur, de former des gens qui sont capables de s'insérer partout, dans tous les segments, aussi bien publics que privés, mais on leur demande aussi d'ouvrir le marché. Et c'est pour cela que vous voyez dans les universités des incubateurs, des parcs scientifiques pour pouvoir assurer le transfert de la science au marché. Donc, ce qu'on attend de l'enseignement supérieur, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait avant, où tous les produits étaient recrutés par la fonction publique, à défaut un peu par le privé, mais tout le monde était casé. Mais aujourd'hui, avec le nombre impressionnant d'étudiants qui ne sont pas encore suffisants pour avoir la taille critique pour faire avancer les choses, mais qu'on a du mal à caser parce qu'on n'a pas anticipé les choses, et on se pose la question, quelle alliance sociétale pour diriger et tirer le maximum de profit de l'enseignement supérieur, de la connaissance pour le développement de la société. Voilà les questionnements qu'on se pose dans la partie gouvernance en traitant, en regardant le management public, en le questionnant, aussi en interrogeant si nous sommes capables et nous avons l'ensemble des ressources pour appliquer cela, quels sont les travers du management public tel que proposé et quel est le chemin que nous devons emprunter pour tirer le maximum de profit de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, professeur. Docteur Adiba, je vous pose la même question. Quelle est votre appréciation du management public?
de nos universités? Le management, ce qu'on peut dire, c'est que le management public de nos universités est en transition actuellement. Le professeur Sall a commencé à effleurer le sujet qui est celui des conseils d'administration. Est-ce qu'on doit avoir une assemblée d'université à l'ancienne ou bien est-ce qu'on doit avoir un conseil d'administration? Et si on a un conseil d'administration, quel type de conseil d'administration doit-on avoir? Ça, c'est les deux questions. Les gens ont cette idée que les entreprises, le management public, en fait, doit, d'une certaine manière, ressembler au management privé pour être efficace. Et ils ont l'impression que, étant donné que les entreprises ont des conseils d'administration, les universités également doivent avoir des conseils d'administration. J'avoue que ça ne me paraît pas très important. Qu'on ait un conseil d'administration ou qu'on ait une assemblée d'université, il me semble que ça ne change pas grand-chose. La question de fond qui va rejoindre la question qui va être posée après sur les franchises universitaires, c'est celle de la proportion d'extérieur dans les universités. Le professeur Sall l'a dit, on avait environ 10% d'externes dans les conseils d'administration des universités et dans les assemblées d'universités. Actuellement, on a un peu, en tout cas avec la nouvelle loi qui est passée, on a une minorité d'académiques dans les conseils d'administration. Il me semble que ça peut poser beaucoup de problèmes. Et le professeur Sall a parlé de la crise de 2008 qui a été causée par l'entreprise devenue folle, par le fait qu'on a pensé que tout devait répondre à la norme d'efficacité. En fait, les tenants des conseils d'administration et surtout ceux qui disent qu'il faut une minorité d'enseignants-chercheurs dans les conseils d'administration et une majorité d'externes ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que les universités rejoignent le modèle des entreprises. Mais en fait, si on rejoint le modèle des entreprises, on s'expose au même problème qu'il y a eu dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on va financer ce qui est rentable. Or, on sait bien que, par exemple, si je prends la crise du COVID-19, l'une des raisons pour lesquelles on peut avancer un peu vite sur la production de vaccins, c'est qu'il y avait des gens qui travaillaient sur une production d'un vaccin dont on n'avait pas spécialement besoin. Donc, la recherche elle-même obéit à une norme qui n'est pas nécessairement une norme d'efficacité, mais qui est plutôt une recherche désintéressée de la vérité. Donc ça, il faut faire attention à ça quand on préconise une vision instrumentale de l'enseignement supérieur et une gouvernance de l'enseignement supérieur qui en fait la servante de la société. Donc, l'enseignement supérieur est utile à la société, mais ce n'est pas la servante des desiderata politiques, économiques, etc. Merci. Merci beaucoup, docteur. Nous allons passer à un point Non, attendez, madame. Allez-y, professeur. Allez-y. Il faut relever. Ce n'est pas un problème de conseil d'administration seulement. Hein. Ce n'est pas un problème de... Il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles. Aux États-Unis, par exemple, dans les universités publiques, le Board of Trustees, il n'y a pas d'académique, sauf le provost. On prend les meilleurs talents de la société, on les regroupe pour aider l'université à asseoir ses orientations, mais aussi, et c'est pour cela une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre, ce sont des personnes et personnalités qui sont capables de libéralité. C'est-à-dire que quand l'université a des difficultés, j'ai assisté à un Board of Trustees à Elizabeth State University, quand on leur a présenté les problèmes et qu'il y avait des difficultés, mais les gens ont inventé un moyen rapide de libérer des ressources en donnant pendant un temps des noms aux avenues de l'université. Et ça leur permettait de sortir leur carnet de chèques, leur chéquier et de libérer l'argent. Quand tu as un Board of Trustees comme ça, tu peux savoir les besoins de la société. Mais pour avoir ce Board of Trustees, les gens ont travaillé pendant 200 ans pour irriguer l'ensemble des segments de la société, y compris
les segments d'affaires. Et c'est la raison pour laquelle, vu qu'on nous impose beaucoup de choses, il fallait alerter pour dire attention, il y a l'université, l'enseignement supérieur, ce n'est pas une entreprise, c'est une structure qui peut être utile, mais il faut une alliance entre l'extérieur et l'intérieur. D'ailleurs, l'Université de Dakar ne s'était pas trompée. Hein? L'Université de Dakar a créé une fondation et dans la fondation, dans le conseil de fondation, sur les 13 membres, les 11 étaient des non-académiques. Tout en créant le conseil d'administration qui regroupe un nombre limité de personnes et assez souvent des extérieurs, il y a le conseil académique qui reste là et qui, quand au fond, décide de l'ensemble des éléments académiques de l'université. Donc, il faut qu'on regarde les choses, il faut qu'on se questionne, il faut qu'on s'interroge. Quelqu'un m'a dit, vous êtes formé à l'Université de Dakar et vous voulez tout changer. J'ai dit oui. Tant que je vois quelque chose qui peut améliorer ce que nous voulons faire, je veux emprunter de cela pour avancer. Mais tout en tenant compte de notre contexte. Donc, et la nouvelle loi, je l'ai regardée encore au Sénégal, sur les 20 membres du conseil d'administration, il n'y a que 6 extérieurs, même si on est d'accord que ce sont les 6 extérieurs, un des 6 extérieurs qui va présider le conseil d'administration. Voilà, donc, il y a, mais ici, les gens veulent gérer tout au niveau central. Or, s'il y a quelque chose d'efficace dans l'enseignement supérieur, c'est que c'est toute la structure qui doit être efficace. L'efficacité de l'enseignement supérieur est mesurée dans les départements, dans les écoles doctorales, dans les filières de formation, dans la recherche, dans ses services à la société. Et dans tous ces segments, on a besoin d'une alliance avec l'extérieur, mais il faut qu'on, et c'est pour cela qu'il y a eu un chapitre sur la communication, il faut que les gens sachent qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est capable de faire et pourquoi est-ce qu'on peut le faire ensemble. Merci beaucoup, professeur. Nous avons déjà beaucoup de questions sur nos différentes plateformes. Je vais en partager une avec vous. De M. Diop qui dit que beaucoup d'études ont révélé que plus de 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Alors, comment former aux métiers qui n'existent pas? Oui, c'est pour cela que j'ai abordé aussi la formation. Au début, on avait des formations disciplinaires parce qu'on formait principalement pour, en tout cas à la fac de sciences et à la fac de lettres, pour avoir des enseignants, on formait des enseignants. De plus en plus, la société nous a demandé d'autres personnes. On a créé les écoles de formation, mais il s'est avéré que les écoles de formation ne produisaient pas la masse critique dont on a besoin pour satisfaire le marché. Mais plus on avance, plus on se dit que les métiers changent. Or, pour suivre ce changement-là, l'UNESCO a proposé l'éducation tout au long de la vie. Or, pour avoir l'éducation tout au long de la vie, il faut avoir un socle de compétences qui te permettent de faire tout ce que tu veux parce que tu as les bases, tu as les fondamentaux. Moi, je suis chimiste. Mais si je veux, demain, je m'inscris pour être ingénieur en génie civil, je vais l'avoir parce que j'ai la base mathématique pour faire cela. Et c'est comme ça que l'enseignement supérieur essaie de voir comment gérer les choses. Oui, les métiers, on ne les connaît pas encore, mais les fondamentaux permettent d'appréhender les métiers et permettent une requalification tout au long de sa vie. Merci beaucoup, professeur. Docteur Adiba, j'ai une autre question pour vous qui va un peu dans le même sens. Sur les métiers liés aux TIC, par exemple, de plus en plus, il y a juste des compétences qui comptent et non des diplômes. Avec les TIC, c'est les certificats de compétences. Quel rôle l'université peut jouer? Est-ce que cela ne va pas chambouler le système éducatif quand on va sur les avancées technologiques? Ça va chambouler le système éducatif et en même temps, ça va renforcer les bonnes universités. Je vais m'expliquer. En gros, c'est la même question dans les deux cas. C'est que
On ne sait pas ce que les gens vont faire après. Du coup, on va certifier leurs compétences et ils vont travailler dans un domaine. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce qui devient de plus en plus important, c'est d'avoir des gens qui ont une capacité à réfléchir et à s'adapter. Maintenant, qu'est-ce qui va donner cette capacité à réfléchir et à s'adapter là? En fait, ce n'est pas de se former de manière, je veux dire, en picorant à gauche et à droite et en se disant que si je picore à gauche et à droite, quoi qu'il arrive, je pourrai le faire parce qu'on aura une connaissance superficielle de beaucoup de choses. L'une des choses dont on se rend compte, c'est que si quelqu'un a une excellente formation en littérature, ou bien s'il a une excellente formation en mathématiques, s'il a une excellente formation en chimie, s'il a une excellente formation en philosophie, il pourra faire de l'informatique, il pourra faire des mathématiques, il pourra faire autre chose. Donc, ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas exactement notre formation initiale, c'est la qualité même de cette formation-là. Donc, et on revient là à l'un des problèmes qu'on a avec la professionnalisation précoce des universités, c'est qu'on va professionnaliser les universités, on va former des gens à des métiers qu'ils vont occuper pendant 5 ans, et puis après le monde va changer et ils ne sauront pas s'adapter. Ou alors, on va former des gens à réfléchir, à savoir faire de la logique, à savoir faire des statistiques, à savoir faire des maths, en tout cas, à savoir réfléchir de manière profonde. Et ces gens-là, en fait, quand leur temps l'exigera, ils pourront s'adapter. Donc, cette formation solide qui peut être disciplinaire, là, elle devient d'autant plus importante qu'on ne sait pas où va le monde, en fait. Donc, ça aussi, c'est une des choses qui est importante, c'est de se dire que ce n'est pas une plus grande... on ne court pas derrière le marché parce que le marché lui-même va changer. On forme des gens qui savent réfléchir et qui savent s'adapter, quelle que soit la situation. Merci. Je ploie sous les questions. C'est comme si c'était antinomique. Ce n'est pas antinomique. Hein? Dans les écoles d'ingénieurs, les 2 premières années, c'est les matières disciplinaires, les fondamentaux. On vous enseigne les fondamentaux. Et après cela, on vient mettre une couche de formation fléchée pour que tu puisses appréhender très rapidement un métier. Mais même si tu sors en étant qualifié pour ce métier, on se rend compte que 5 ans après, tu n'utilises plus tes capacités pour ce métier, mais tu utilises des capacités de management, tu utilises des capacités de leadership. Et c'est pour cela qu'il faut élargir la base. Donc, ce n'est pas antinomique. Et c'est pour cela que mettre en place une filière requiert beaucoup de connaissances, mais ne requiert pas que des connaissances académiques. On a besoin aussi du marché pour que le marché nous dise nous pensons on a besoin de telle et telle capacité, mais c'est à nous de prendre les précautions pour armer les jeunes, pour qu'ils puissent se former tout au long de leur vie. Moi, je suis chimiste inorganicien, comme vous l'avez bien dit, mais beaucoup pensent que je suis juriste ou bien je suis littéraire, parce que par mon parcours, je me suis intéressé à autre chose. Mais j'ai pu m'intéresser à autre chose en utilisant les règles de la mécanique relativiste. C'est ce que j'ai appliqué partout où je suis passé. Partout où je suis passé, j'ai utilisé ce que Einstein a utilisé, un référentiel fixe, un référentiel mobile. Donc, c'est ça les choses. Oui, l'efficience se mesure par le flux de transit interne, par le taux de placement de nos diplômés, par notre capacité à ouvrir le marché. Il faut qu'on remplisse toute la grille, mais en étant attentif et en n'enfermant pas les jeunes dans des qualifications certes pointues, mais qui peuvent rapidement être obsolètes et qu'ils ne puissent plus se retrouver. Professeur, une question que vous avez personnellement adressée. Qu'est-ce que vous proposez pour rompre avec les goulots qui étouffent et freinent la vague de doctorats?
Qu'est-ce que vous proposez pour rompre avec les goulots qui étouffent et freinent la vague de doctorants? La vague des doctorants? Oui. Non, non, mais attends, il faut qu'on soit très précis aussi. Tout le monde ne peut pas faire le doctorat. Autant je suis contre la sélection pour les masters et qu'on avait créé les masters pour améliorer notre taux de placement, autant moi j'ai toujours été très clair, ce n'est pas plus de 5% d'une génération qui fait la thèse. C'est la crème de la crème. La crème de la crème, si on la prend, ce n'est pas pour reproduire l'autre nous-mêmes, non. C'est pour créer des gens qui ont beaucoup plus de talent que nous-mêmes. Et mieux, le rôle des écoles doctorales, outre la formation, c'est l'insertion des diplômés. Et l'insertion des diplômés ne se mesure pas seulement dans l'entrée au niveau de l'enseignement supérieur. Ça se mesure aussi dans comment on les place dans les différents segments de la société, mais comment on les aide à créer leur propre entreprise. Le gros problème qu'on a, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'interlocuteurs à l'extérieur qui parlent le langage que nous parlons. Pour ce faire, il faut que nos propres produits soient présents dans l'ensemble des segments de la société. Nous avons réussi à le faire, sauf dans le cadre des grands chefs d'entreprise. On n'en a pas suffisamment. On doit beaucoup apprendre de ceux qui sont sortis de l'école arabe, qui entreprennent, qui créent de la richesse, qui créent du développement. Nous devons beaucoup apprendre d'eux. Et c'est pour cela qu'on a mis dans les universités, dans toutes les universités du Sénégal, vous trouverez un incubateur. Le Sénégal a gagné le concours du parc scientifique des Nations Unies. Et quand les gens étaient venus pour évaluer ce parc scientifique, à la fin du séjour, les Américains m'ont demandé est-ce qu'on était un pays sous-développé. Tellement ils avaient rencontré de talent. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a énormément de talent au Sénégal et qu'on n'arrive toujours pas à s'en sortir sérieusement. Donc, il faudrait qu'on re-questionne les choses et qu'on essaie d'avancer. Voilà, je vais passer une dernière question avant de passer au point 2. Docteur Ba, l'université n'est-elle pas en train de perdre la fonction fondamentale de production du savoir en suivant les lois du marché? C'est un risque. Si on suit les lois du marché, on ne va pas être un lieu de production du savoir. On va être un lieu où on fait carrière en faisant ce que le marché veut que nous fassions. Maintenant, les gens qui sont à l'université sont généralement des gens qui sont passionnés, qui ont choisi cette voie-là et qui sont plus dans la recherche que dans les modes. Le problème qu'on a fondamentalement, en tout cas au Sénégal et en Afrique, c'est un problème de financement, de sous-financement de la recherche qui fait qu'on malheureusement, de sous-financement de la recherche d'une part, et puis d'autre part, le fait que nous sommes tellement pris par l'impératif d'enseignement que la recherche, dirons-nous, est le parent pauvre de l'activité des enseignants-chercheurs. Ça, effectivement, c'est un vrai problème il faut un rééquilibrage. Maintenant, c'est un rééquilibrage qui va demander plus d'argent, qui va demander beaucoup d'imagination parce que les enseignants-chercheurs coûtent quand même cher. Donc, si on a le modèle où les enseignants-chercheurs, on a autant d'étudiants, il faut bien qu'on enseigne. Et dans ce cas, on ne pourra pas faire autant de recherches qu'on le devrait. Mais effectivement, notre fonction première, c'est la recherche de la vérité. J'avais dit que c'était la dernière question avant de passer au point 2, mais il y en a une qui m'interpelle, celle de Alioune Badara Peye. Professeur, que vous inspirent ces chiffres pour le bac, il vous demande, professeur Sall, que vous inspirent ces chiffres pour le bac général 2020. Nombre de candidats inscrits au bac général 2020 s'élève à 25 016 candidats en sciences S, soit 16,42%. 3 462 candidats, soit 2,23% pour le bac technique. Oui, bon, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. On l'a signalé
vous avez bien rappelé que j'ai présidé les assises de l'éducation et de la formation. Nous avons un système qui est déséquilibré. Nous avons un système qui est déséquilibré. Et nous avons un système qui n'a pas suffisamment déconstruit le modèle colonial. Nous avons un système qui favorise l'échec. 70%, 60% d'échecs et on est content. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que les fondamentaux ne sont pas respectés. Ce n'est pas normal parce que les normes ne sont pas respectées. Comment vous voulez, dans des écoles, avoir une classe à 100 étudiants, à 100 élèves et vouloir qu'ils comprennent? Comment voulez-vous qu'il y ait peu de profs qualifiés en philosophie, en mathématiques, en sciences, et après vous voulez que les enfants comprennent la science? Comment voulez-vous que le temps de travail soit très faible et que tout le monde puisse suivre? Ce n'est pas possible. Il faut des débats comme ça pour qu'on apprenne qu'est-ce que c'est, l'éducation. 2, quelles sont nos responsabilités. 3, comment faire pour que chacun d'entre nous, on puisse savoir où se trouve son talent et qu'on puisse renforcer son talent. Chacun peut réussir. Moi, j'ai fait toutes mes études à l'Université de Dakar, mais beaucoup de mes amis, de mes camarades, ont cartouché à Dakar, ils sont allés ailleurs, en Europe, aux États-Unis, on a dit que c'était des génies. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on re-questionne notre système éducatif et ensemble, nous-mêmes, et qu'on crée un consensus, un grand pays, crée des consensus forts sur ce qui peut l'aider à avancer, notamment sur l'éducation. On doit avoir des consensus. C'est grâce aux assises de l'éducation et de la formation qu'on est en train de renforcer la formation technique et professionnelle, mais c'est encore timide. C'est insuffisant. Il y a des mesures structurelles qui ont été prises, c'est très bien, mais c'est encore insuffisant. Les diplômés, moi j'ai... les universitaires ne vont pas dans les autres ordres d'enseignement pour aider les enfants à aimer la science et à venir vers la science. Les radios, on n'en parle pas. On ne parle pas de quelles sont les finalités des filières. 70% de bacheliers littéraires. Or, l'emploi se trouve dans la science, actuellement au Sénégal. Encore que, si c'était de très bons littéraires, on utilise les capacités qu'ils ont dans les langues pour être des plateformes et vendre beaucoup de choses au niveau de l'Afrique. Donc, il faut qu'on se repose des questions, il faut qu'on s'interroge davantage, il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on peut avancer. Et d'autre part, et M. Ba l'a dit tout à l'heure, le cloisonnement des disciplines-là, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai trouvé une jeune fille bachelière littéraire du Sénégal à Elizabeth State University et qui a fait informatique et qui était major. Et qui, de ce fait, a eu une bourse pour aller à Harvard. Donc voilà, nous, on a hérité des choses, on ne regarde, on les questionne pas suffisamment, on les applique mécaniquement, on ne regarde pas où se trouvent nos intérêts et où se trouvent nos compétences. Nous avons développé au niveau des universités du Sénégal des filières en agriculture et commercialisation. C'était pour que les jeunes soient des chefs d'entreprise dans ces domaines, mais je regrette. J'ai échoué lamentablement parce que tous les jeunes sont recrutés avant même d'être sortis. Alors moi, je ne voulais pas qu'ils soient recrutés. Je voulais qu'ils créent leur propre entreprise, qu'ils soient des modèles et qu'ils démultiplient les connaissances au niveau des communautés. Voilà les problèmes qui se posent. Il faut qu'on ose s'interroger, qu'on ose regarder le monde tel qu'il est et comment est-ce que nous, on peut utiliser la science. Et on n'a pas encore suffisamment de diplômés, on n'a pas suffisamment de masse critique d'étudiants, mais notre modèle de financement, notre modèle de travail est obsolète. Professeur, on va enchaîner avec le point 2, l'autonomie et les franchises universitaires. D'accord, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez sur l'autonomie et les franchises? Votre avis? Non, d'abord, pourquoi l'autonomie? J'en ai parlé tout à l'heure.
dans l'enseignement supérieur comme ailleurs, il est vain de penser que l'État peut tout orienter, tout régir, obtenir des décisions d'en haut. Il faut accorder une certaine autonomie aux universités, mais l'autonomie, c'est pour qu'on se fixe des standards très élevés, mais qu'on ose les questionner pour les déconstruire et les améliorer. Et l'OCDE a proposé une grille pour mesurer l'autonomie des universités. Passez à la grille là, que je dise un peu les éléments de la grille sur le PowerPoint. Avancez, après, voilà. Non, revenez. Voilà. C'est 8 paramètres pour mesurer l'autonomie d'un établissement. Est-ce que l'établissement est propriétaire des bâtiments et de leurs installations? Est-ce que l'établissement peut emprunter des fonds? Est-ce que l'établissement peut utiliser son budget pour atteindre ses objectifs? Est-ce que l'établissement peut définir ses champs disciplinaires et les contenus des formations? Est-ce que l'établissement peut recruter et licencier du personnel? Est-ce que l'établissement peut fixer les rémunérations? Est-ce que l'établissement peut décider du nombre d'étudiants, décider du nombre de droits de scolarité? Je ne dis pas que c'est sacro-saint, mais je dis que ça donne un contenu à l'autonomie qu'on doit laisser à l'enseignement supérieur. L'autonomie va avec les franchises universitaires. Les franchises veulent que l'université s'autorégule, mais l'université aussi a besoin d'une police administrative. Tu peux avoir 100 000 personnes dans un rayon restreint et dire que tout le monde se comporte de façon éthique. Donc voilà un peu les règles qui faisaient qu'on donne un environnement particulier à l'université et de sorte que les gens puissent travailler rapidement et les gens puissent avancer. Je vous donne un exemple de flexibilité dans la gestion des universités. Aujourd'hui, la digitalisation, elle est totale dans presque toutes les universités du Sénégal. Quand j'étais en place, quand j'entrais dans mon bureau, la première chose que je faisais, c'est de regarder mon mail. Si le réseau est down, tout de suite, j'appelle les informaticiens. Et on ne peut pas attendre pour faire une bureaucratie, pour régler les problèmes. Il faut les régler tout de suite et avancer. Donc, et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important qu'on connaisse d'abord qu'est-ce que c'est que l'autonomie, qu'est-ce que c'est que les franchises, et qu'on partage ça avec les étudiants, avec toute la société, et que les gens acceptent que c'est ça l'université. Mais les franchises, ça veut pas dire que c'est l'absence de droit au niveau de l'enseignement supérieur. Au contraire, c'est avec des droits pour qu'on sache ensemble se critiquer, s'écouter et avancer ensemble et trouver les meilleures solutions possibles. Docteur Ba, avez-vous trouvé une université de Dakar autonome? L'université de Dakar, l'université sénégalaise en général est autonome et il faut quand même apprécier ce qu'on a. On est l'un des rares pays au monde où on a une loi qui garantit l'autonomie des universités. Dans d'autres pays, l'autonomie des universités existe, mais en fait n'est pas garantie par une loi ou bien en tout cas est implicite. Ici, c'est explicitement qu'on a une loi qui garantit l'autonomie des universités et les universitaires s'en servent. Si vous le voulez bien, je vais juste répondre à une question qui se trouve dans le chat qui montre justement à quel point l'autonomie des universités. Est-ce que je suis toujours en ligne? Oui, allez-y, docteur. Ok, parfait. C'est la question de Mme Aminata Ndiaye qui dit la chose suivante. Est-ce que, je vais regarder, elle dit, est-ce qu'un savoir sans lien avec les besoins de la société est important? Et ça, c'est une question qui revient toujours. Est-ce que ce que vous faites a un lien avec la société? Est-ce que ce que vous faites est important pour la société? Donc, même si on prend juste cette idée-là, que ce que je fais doit être important pour la société, c'est vrai, ce que je fais doit être important pour la société et de toute manière, je suis un produit de la société. Mais en fait,
l'une des choses qui est importante pour un universitaire aussi, c'est d'avoir la liberté de faire une recherche qui n'a absolument aucun lien immédiat avec ce que veut la société ou bien qui va même à contresens de ce que veut la société. Je vais prendre un exemple. Vous vous attendriez à ce que je prenne un exemple de sciences humaines, mais je vais prendre un exemple de physique. Si vous prenez quelqu'un comme Peter Higgs, qui a eu le prix Nobel de physique, pendant la plus grande partie de sa carrière, il avait une sorte de carrière ratée parce qu'il avait publié ce papier-là et puis après, il n'avait presque plus publié d'articles. Donc, ça veut dire que si on a cette idée qu'il faut publier un certain nombre d'articles par an pour être un bon chercheur, on va considérer que cette personne-là est un très mauvais chercheur. Pourtant, on a cette personne-là qui va publier, je ne sais pas, 1 ou 2 articles, et ces articles-là vont être des articles qui vont révolutionner un domaine. On peut avoir quelqu'un qui veut travailler sur un type particulier de microbe dont on n'a absolument pas connaissance au Sénégal ou dont on considère qu'il n'y a aucune chance que ces microbes-là arrivent au Sénégal, alors que le paludisme, par exemple, c'est quelque chose d'important. Si cette personne-là travaille, je ne sais pas, si quelqu'un travaillait sur les coronavirus au Sénégal, alors qu'on considère qu'il n'a pas à travailler dessus parce que ça n'existe pas chez nous. Par contre, il peut travailler sur le palu qui est important pour nous, etc. etc. Donc, c'est le genre de pression qu'un chercheur peut subir et que l'autonomie des universités permet en fait de rendre, en tout cas, moins pesante. Les chercheurs doivent être utiles à leur société. Oui, les chercheurs sont utiles à leur société de facto, mais les chercheurs peuvent également aller à l'encontre même de ce que veut leur société parce qu'on a une loi et un ethos qui leur garantit ça. Et ça, je pense que c'est important. Merci. Merci beaucoup, Dr. Hadi. Nous allons passer à la question du financement. Professeur Sall, estimez-vous que le budget alloué aux universités du Sénégal est suffisant? Vous voulez... Non, il faut voir d'abord. Je demande qu'on présente le slide de la comparaison entre l'université de Wisconsin et l'université Fourier de Grenoble. Il va le faire. On verra. Allez-y, continuez sur le slide. Non, vous êtes passé trop rapidement. Je veux avoir les camemberts là. Revenez, voilà, revenez encore. Voilà. Vous avez ici 2 camemberts. D'abord, le budget de l'université Wisconsin de Madison, qui est de 1900 millions de dollars, provenant de 5 sources relativement équilibrées. Et vous avez le budget de l'université Joseph Fourier de Grenoble, qui est de 151 millions d'euros. Et vous voyez que la contribution de l'État, elle est prépondérante. Si vous regardez la structure du budget de Wisconsin, il y a 27% des ressources qui viennent des agences fédérales, c'est public. Il y a 21% qui viennent de la subvention de l'État, c'est public. Mais il y a 20% de dons, il y a 16% des droits d'inscription et il y a 16% qui est constitué de contrats et autres. D'abord, les volumes ne sont pas les mêmes, les équilibres ne sont pas les mêmes. Il n'est pas prudent d'avoir que des ressources étatiques. D'abord, c'est insuffisant, mais moi j'ai été recteur pendant 7 ans et pendant 7 ans, on a voté un budget en disant dans le rapport que c'est insuffisant, ça ne nous permet pas de faire le travail. Mais on utilisait les règles de management pour pouvoir tirer le maximum du budget. Nous devons, de cette structure de l'université de Fourier qui est identique à presque toutes les universités francophones, aller progressivement vers la structure à gauche avec des contributions des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle nous avions créé la fondation UCAD pour tirer un peu de ressources de la société, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc,
Ça ne sert à rien de dire que le budget est insuffisant. Ça ne sert à rien de dire que l'État doit donner plus. Il faut que nous tous, nous puissions avancer et regarder. Et une fois que vous avez capté les ressources, allez au slide suivant. Allez au slide suivant. Une fois, ça c'est la répartition. Allez, continuez. Non. Bon, ici j'ai décrit comment est-ce que nous aussi on peut diversifier les financements, les sources de financement en prenant 4 niches. Continuez. Une fois qu'on a capté l'argent, voilà, maintenant il faut optimiser la gestion des ressources par les conférences budgétaires. Il faut traiter le budget à partir d'un logiciel. Moi, de mon bureau au rectorat, je pouvais savoir qu'est-ce qui est consommé, quand est-ce que c'est consommé et qui l'a consommé. Il faut exploiter à fond la concurrence. Mais si tu n'as pas de l'argent liquide, tu ne peux pas exploiter à fond la concurrence. Et il faut anticiper sur les besoins. Mais l'outil qu'on a le plus utilisé et qui nous a beaucoup servi, c'est de rendre compte. On faisait des comptes rendus annuels. Et de sorte que tout le monde se mobilisait pour avoir de bons résultats. Et il faut donner les résultats que les ressources ont autorisés. Et il faut proposer des perspectives et il faut mettre toutes ces informations sur le site web de l'université pour que nul n'en ignore. Voilà un peu sur le financement. On est au début d'un processus de diversification. Il faut qu'on aille plus loin, mais il faut aussi, au Sénégal, mais 70% des ressources de l'enseignement supérieur sont consacrées au social. Est-ce qu'on va à l'enseignement supérieur pour le social? Il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on se dise la vérité. Au lieu de distribuer des bourses à tout le monde, je préfère mettre des infrastructures de qualité à Ziguinchor, mettre des infrastructures de qualité à Saint-Louis. L'université de Saint-Louis a été créée en 1990. L'université de Chang est née 2 ans ou 3 ans après. L'université de Chang, l'année dernière, avait 35 000 étudiants. L'université de Saint-Louis a difficilement 12 000 étudiants. Si l'université de Saint-Louis avait 30 000 étudiants, que chaque étudiant dépense 200 000 francs par an, c'est 6 milliards de chiffre d'affaires pour la région de Saint-Louis. Donc il faut qu'on change les mentalités, qu'on ne regarde pas l'intérêt d'un groupe de personnes, qu'on regarde l'intérêt de la société et qu'on diversifie les choses, mais en étant éthique. C'est l'éthique qui pourra nous sauver à ce niveau-là. Et pour le financement, naturellement, moi je ne compte pas que sur le fonds public. Il faut améliorer l'environnement par une banque de l'éducation. Et on a décrit les caractéristiques de cette banque de l'éducation. Merci beaucoup, professeur. Docteur Adiba, pour vous, quelles devraient être les sources de financement? Je pense que les sources de financement des universités sont toujours les mêmes. On a, en gros, un étudiant coûte quelque chose. Donc, il faut que ce coût-là soit payé, premièrement. Deuxièmement, les enseignants-chercheurs font de la recherche et produisent de la valeur. Cette valeur-là, elle est monétisée. Donc, ça veut dire qu'on a d'une part les financements qui viennent du fait qu'on a des étudiants, donc les droits d'inscription, la subvention de l'État, parce que l'État du Sénégal ne nous donne pas de l'argent gratuitement. L'État du Sénégal nous donne de l'argent parce qu'on éduque la jeunesse sénégalaise, premièrement. Et deuxièmement, on a le fait qu'on peut développer de la fonction de service. Et développant de la fonction de service, on apporte de l'argent à l'université. Ça, quel que soit l'endroit, après, il y a les dons, etc. Mais ce n'est pas dans la culture francophone. Nous sommes un pays francophone. Ce n'est pas dans notre culture. Du coup, notre université ne reçoit pas beaucoup de dons. Maintenant, un des problèmes qu'on a au Sénégal, c'est que nous sommes des universités publiques et nous sommes d'une certaine manière, même si nous sommes des fonctionnaires très particuliers, nous sommes quand même des fonctionnaires. Ça veut dire que nous ne faisons plus rationnel de dire qu'un étudiant en lettres coûte tant, un étudiant en sciences coûte tant, un étudiant en médecine coûte tant. Et étant donné que c'est tant que coûte un étudiant, voici ce que l'État nous doit nous donner pour qu'on prenne ces étudiants et qu'on les éduque. Si on faisait ça, on n'aurait aucun problème de financement.
on aurait suffisamment d'argent pour recruter suffisamment d'enseignants, pour former les étudiants et après pour faire de la recherche et pour rapporter des fonds de recherche. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que l'État nous dit, OK, il nous envoie le maximum d'étudiants possible avec le minimum d'argent possible. Et après, on se débrouille pour trouver des financements complémentaires. Et encore une fois, l'une des choses qui est sacrifiée dans ce cadre-là, c'est la recherche, ou alors ce qui se passe, c'est une privatisation de facto de certaines facs qui vont développer des formations payantes pour pouvoir trouver des ressources complémentaires qui leur permettent, par exemple, d'acheter les intrants pédagogiques dont ils ont besoin pour le public. Donc ça, il faut à un moment qu'on pose la question du coût d'un étudiant et puis qu'on présente la facture à l'État en ces termes-là pour pouvoir recruter suffisamment, pouvoir former suffisamment et après pouvoir compétir pour les fonds de recherche internationaux. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, et ça, il faut le reconnaître, c'est que les enseignants-chercheurs sénégalais n'ont pas encore une culture des projets de recherche financés. Nous ne savons pas encore chercher des financements. Ça commence, mais ce n'est pas encore développé. Et ça, en fait, c'est une des choses qu'il faut développer dans nos universités, de sorte que nous puissions capter des ressources qui nous permettent de faire de la recherche et d'enrichir nos universités également. Donc, il y a tout un environnement à créer pour que le financement de l'université soit, pèse moins sur la société, mais soit plus pérenne. Merci beaucoup, docteur. Le professeur a abordé... Attendez, je voudrais rebondir sur ça. Oui, allez-y, professeur. Pour informer qu'en 2010, l'Université de Dakar a voté un budget de 25 milliards et les 5 milliards provenaient de l'université elle-même. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, c'est 15 milliards. Quand Touba dit « Je veux une université » en utilisant le crowdfunding, Touba mobilise des milliards. Quand l'Université de Dakar dit « Je crée ma fondation, je veux que mes diplômés particulièrement viennent soutenir l'université », aujourd'hui, il y a 200 millions dans les comptes de la fondation. Et si on a formé plus de 100 000 diplômés depuis que l'université existe. Si on prend 10% de ces diplômés, ça veut dire 10 000, qui donnent chacun en moyenne 100 000 francs par an, c'est-à-dire moins de 10 000 francs par mois, ça fait 1 milliard chaque année. Quand on peut avoir 1 milliard chaque année, l'université a un énorme patrimoine foncier. L'université peut mettre à la disposition de la fondation une partie des terres qui va investir là-dedans et on aura des ressources pour avancer. Il faut qu'on ose élargir. Chaque année, le recteur fait un rapport au gouvernement pour l'instruire de l'indigence du budget, pour suggérer des pistes pour son financement. Mais on ne peut pas satisfaire ces besoins-là avec des fonds publics seulement, premièrement. Deuxièmement, M. Ba dit qu'il y a les fonds compétitifs. Oui, il y a des fonds compétitifs, mais surtout ce sont des fonds compétitifs occidentaux. Il faut que l'Afrique crée ses propres fonds compétitifs. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé dans l'ouvrage la création de la fondation pour la recherche, l'innovation et la mobilité. Et non seulement j'ai dit comment c'est gouverné, j'ai dit comment on capte l'argent et j'ai dit quels sont les objets, c'est-à-dire les 3 axes qu'on doit utiliser, c'est-à-dire financer la recherche, financer le passage de la science au marché, mais surtout financer la mobilité des sachants à travers l'Afrique,
mais la mobilité de la diaspora à travers l'Afrique. Il faut que l'Afrique, les États-Unis d'Amérique, pour la National Science Foundation, son budget en 2014 était de 7 626 milliards de dollars US. Vous voulez qu'on compétisse avec ces gens-là en leur demandant de nous financer nos programmes? Non, ce n'est pas possible. Il faut que l'Afrique puisse se mobiliser. J'ai proposé cette fondation. Madame, regardez, si on prend 2 à 5% du produit de la vente des matières premières d'Afrique, 2, et ça, c'est le titre du développement durable, utiliser les ressources en permettant aux générations futures d'en profiter. 1% de la taxation de la téléphonie. L'ARTP capte 1% de la taxation de la téléphonie. L'ARTP a plus d'argent que n'importe quelle structure. 1 à 2% de taxation des industries de transformation. Pour la taxation des produits téléphoniques, le Maroc fait ça. Taxation de l'industrie, le Nigeria voulait faire ça. Et ce qu'on avait calculé était énorme. Et après, on crée un endowment fund. Et après, on fait une gouvernance où il y a les académiques, il y a le privé, il y a le public et il y a la société civile. Et chaque année, comme c'est les règles dans les fondations, on rend compte. Et on a une fondation au niveau des États, on a une fondation au niveau des communautés économiques régionales, on a une fondation au niveau de l'Union africaine. Certains disent que certains jeunes s'engagent dans des formations qui ne sont pas utiles pour l'Afrique. Ils ne comprennent pas que cela peut nous permettre de faire des raccourcis. Beaucoup de jeunes africains sont dans l'aérospatial, dans le monde. Mais le jour où l'Afrique dira « je veux m'engager dans l'aérospatial », mais l'Afrique va les prendre en mettant les ressources qu'il faut. Mais il faut quand même qu'on puisse s'organiser. Et la mobilité, c'est d'autant plus important que les Nations Unies avaient créé un fonds pour ça, Transfer of Knowledge through Immigration. On vient de créer, une fondation américaine vient de mettre beaucoup de ressources pour la mobilité des Africains de haut niveau à travers l'Afrique, mais ils ont confié la gestion de ce fonds à une structure américaine. On aurait pu confier ça au CODESRIA. Et l'Afrique doit créer ses propres ressources pour s'assurer de cette mobilité. Et cette mobilité-là, ce n'est pas un slogan, c'est un travail très sérieux. Quand on a voulu réussir ça, on a créé un bureau qui presque 24 heures sur 24 ne travaille que sur ça. Ce n'est pas impossible, c'est possible de faire ces choses-là. Mais il faut que l'Afrique bosse. Docteur Ba, oui. Vous voulez rebondir, docteur? Sur le financement, je suis d'accord avec le recteur Sall sur la nécessité d'un financement par l'Union africaine. L'Union africaine commence à financer la recherche. Il y a quelques fonds compétitifs. Il n'y en a malheureusement pas suffisamment. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Il a parfaitement raison. Là où j'ai quelques réserves, c'est sur l'idée que, sur la comparaison avec Touba. Touba est très différent. Touba repose sur une foi religieuse et Touba repose sur la confiance et sur l'interdépendance. Si vous prenez les mourides partout dans le monde, si je vais à New York aujourd'hui, j'ai Kër Serigne Touba où je peux aller, j'ai la communauté qui va s'occuper de moi, qui va me mettre le pied à l'étrier et qui va me permettre de me développer. Quand vous prenez l'université de Dakar, malheureusement, effectivement, l'université de Dakar permet aux gens de réussir dans la vie. Mais quand vous prenez l'université de Dakar, les étudiants qui arrivent, tu as l'impression d'arriver dans une jungle où il n'y a que les meurtres
qui vont s'en sortir, il n'y a que les plus chanceux, il n'y a que ceux qui sont les plus débrouillards qui vont s'en sortir, et on a l'impression qu'on a des pièges partout, qu'on a des 10% de réussite ici, des 20% de réussite, des 30% de réussite. Ce n'est pas la même chose qu'une université américaine. Une université américaine, vous arrivez, vous n'êtes pas très nombreux, c'est les 4 meilleures années de votre vie. Après, vous avez un réseau d'alumni qui va vous aider à trouver un emploi. Et quand vous avez tout ça, toute cette infrastructure-là, moi, par exemple, j'ai une amie, quand j'étais à la fac avec qui avait fait le MIT, on était ensemble à Paris. À Paris, elle avait un réseau de diplômés de MIT à qui elle pouvait parler, qui pouvaient l'aider pour trouver un boulot, etc. Forcément, quand tu as ce réseau-là déjà, tu vas donner de l'argent à cette université-là. Quand tu as échappé à l'université de Dakar avec tous les problèmes que tu as eus, avec toute cette souffrance-là, avec surtout une manière de... Par exemple, l'une des choses qu'on dit souvent chez nous, c'est que les étudiants sont nuls. Nous disons, beaucoup d'enseignants disent ça. On entend ça souvent. Même dans la presse, les gens disent, ouais, les étudiants ne sont pas bons, etc., etc. Sans se rendre compte de ce que ça coûte à ces étudiants-là de venir à l'université de Dakar, les obstacles qu'ils ont franchis. Donc, au lieu de leur dire que c'est des héros, parce qu'ils viennent de l'intérieur du pays, dans des milieux les plus pauvres, les plus difficiles possibles, qu'ils ont survécu à beaucoup, beaucoup d'obstacles, et en fait, ils sont à l'antichambre de la réussite. Au lieu de leur dire ça, on ne leur dit jamais ça. Et après, une fois qu'ils ont dit qu'ils sont diplômés, parfois en ayant subi des injustices à l'intérieur même du champ universitaire, on vient leur demander de l'argent. Bien sûr qu'ils ne vont pas en donner. Si nous voulons que nos anciens étudiants nous donnent de l'argent, il faut que nous traitions mieux nos étudiants actuels. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est toujours pas le cas. Et j'enseigne à l'Université de Dakar. Ça me tue de le dire, mais ce n'est pas le cas. Donc, cette idée que, oui, les gens ont de l'argent, mais les gens ne vont pas donner cet argent-là à l'Université de Dakar parce que quand ils étaient à l'Université de Dakar, ce n'était pas la même chose que quand tu es à Harvard ou quand tu es à MIT ou quand tu es même dans une petite université américaine. On n'a pas créé cette communauté-là. Donc, il faut qu'on se concentre sur les étudiants qu'on a actuellement pour pouvoir compter sur eux à l'avenir. Merci. Non, mais madame, M. Ba a parfaitement raison sur les conditions difficiles de l'Université de Dakar, mais je peux l'affirmer, le sentiment d'appartenance de nos anciens diplômés est intact. Quand j'ai dit, moi j'enseigne à l'Université de Dakar depuis 1985, c'est pas partout que les gens n'ont pas... Les professeurs talentueux ont toujours aidé les étudiants pour qu'ils s'en sortent. Quand nous rencontrons nos étudiants, nos anciens étudiants, quand on leur demande de participer pour 100 000 francs pour an, mes étudiants m'ont dit, monsieur le recteur, non, vous ne respectez pas. 100 000 francs, c'est trop peu. Le problème, il a raison. Si notre or, c'est nos étudiants, nous devons en prendre soin, nous devons les aider à réussir. Nous devons tout faire pour qu'ils réussissent. Et ça, il faut changer les mentalités au niveau des facultés. Il faut totalement, d'une politique d'échec, qu'on passe à une politique de succès. Mais malgré les difficultés, malgré le fait que c'était presque l'échec qui était organisé, jusqu'à présent, ce sentiment d'appartenance est intact. C'est vrai, il y a eu des choses énormes qui se sont passées dans l'université. Il y a des jeunes qu'on a fait échouer et qui sont allés ailleurs, qui ont réussi, mais certains même, c'est nous qui les avons aidés à aller ailleurs et ils s'en sont sortis. Parce que nous trouvions que ce n'était pas juste, qu'ils avaient du talent, qu'on pouvait les aider à s'en sortir. Mais je puis lui affirmer, j'ai cité tout bas pour dire qu'on peut s'inspirer. Nous, on a une solidarité familiale. On a une solidarité religieuse. Donc, la solidarité est un substrat de notre société. On n'a pas de solidarité institutionnelle. Il faut qu'on construise la solidarité institutionnelle pour des choses qui nous transcendent. Beaucoup me disent, mais ce n'est pas cette génération qui va en profiter. Oui, il faut que les générations futures trouvent qu'on a posé les bases
pour que les gens puissent avancer. Il y a une follower qui était venue de l'université de Laval pour nous aider à créer la fondation UCAD. Naturellement, beaucoup m'ont dit que chacun a ses pauvres. Oui, il n'y a aucun problème pour ça. Mais il y en a beaucoup, si on travaille bien, peuvent participer et ensemble, nous allons co-construire une réponse. Maintenant, il ne faut pas se focaliser à cette réponse uniquement. Il faut diversifier par les autres segments qui peuvent rapporter, parce que quand vous enseignez aux États-Unis, c'est 3 choses qui vous permettent de rester dans l'université. 1, la qualité de votre recherche. 2, la qualité de votre enseignement. 3, l'argent que vous ramenez à l'université à partir des fonds compétitifs. Mais les États-Unis, ils ont construit un modèle où chacun peut aller compétir. Je vous ai tout de suite signalé les ressources de la National Science Foundation, mais ce n'est pas la seule fondation qui finance la recherche. Il faut que l'Afrique aussi, qu'on apprenne de beaux exemples. Mais je puis dire, par l'expérience, que beaucoup de jeunes, de nos anciens étudiants, qu'on a rencontrés dans le cadre de la fondation, sont très, très disponibles. Même le recteur Tchoub, quand il était en place, les étudiants d'histoire qui étaient sortis ont formé un groupe pour venir le soutenir. Donc, il faut qu'on ait ces réflexes et qu'on institutionnalise nos propres valeurs, particulièrement nos valeurs de solidarité. Mais, j'ai cité Touba pour le montrer en exemple. Il faut qu'on travaille beaucoup sur les éléments endogènes que nous avons. Et je me félicite beaucoup de ce qui s'y passe. Merci beaucoup, professeur. J'en reviens aux questions de nos followers qui sont en train de suivre l'émission. Une est adressée au docteur Ba. Ne faudrait-il pas questionner le rendement des enseignants et de leur conscience professionnelle, scientifique et éthique? Je pense qu'il faut toujours questionner le rendement des gens et leur conscience professionnelle et éthique. Je ne sais pas quoi répondre à une telle question. Oui, les gens, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils veulent que je généralise sur les enseignants? Les enseignants ne sont ni meilleurs ni pires que le reste de la société. Malheureusement, je voudrais que nous fussions meilleurs que tout le monde. Je crains que nous ne le soyons pas. Maintenant, bon, je ne sais pas je ne sais pas quoi répondre à une telle question, honnêtement. Oui. D'abord, les enseignants des universités sont évalués pas au Sénégal seulement, mais au niveau africain. C'est le CAMES. La progression des enseignants pour passer d'assistant à maître assistant, bon, maintenant ils ont changé la dénomination, il faut aller au CAMES. Pour passer de maître assistant à maître de conférence, il faut aller au CAMES. Pour passer de maître de conférence à professeur, il faut aller au CAMES. C'est au niveau international que ça se juge. Et maintenant, dans le grade, pour les avancements automatiques, c'est basé sur des critères. D'abord, sur des critères de recherche pédagogique et de service à la société. Et tout ça est pondéré. Maintenant, ce que les gens veulent dire, c'est que parmi nous, il y en a qui font beaucoup de recherches, il y en a qui n'en font pas. Parmi nous, il y en a qui donnent des enseignements au standard et il y en a qui n'en donnent pas. Il faut qu'on puisse détecter qui remplit sa mission. Le premier paradoxe, Madame Diallo, c'est vous savez quoi? Quand vous êtes recruté à l'Université de Dakar, vous ne signez aucun contrat avec l'Université de Dakar. Ah non, vous êtes recruté. Vous signez avec qui? Oui, vous allez dans votre département et vous fonctionnez. On ne vous dit pas quels sont vos droits, quels sont vos devoirs. C'est toute la fonction publique qui est comme ça, monsieur le recteur. Non, mais il faut... Amadiba, moi je suis là pour critiquer ce qui existe. Et je ne me satisfais pas de ce qui existe. Donc, je veux qu'on l'améliore. Je veux qu'on l'améliore. Je vous jure, il y a énormément de collègues au Sénégal qui travailleraient dans n'importe quelle université du monde. Mais il y a aussi certains qui ne donnent pas les résultats qu'on aurait souhaité. Et c'est pour cela qu'on met en place progressivement l'évaluation des enseignements. Ce n'est pas l'évaluation de l'enseignant, c'est l'évaluation des enseignements.
Mais il est temps aussi que M. Ba et à la FASTEF, ils ont 100% de succès. Mais dans les facultés, dans les premiers cycles, le taux de succès est trop faible. Il faut qu'on voit comment arranger ça, comment gérer ça pour l'améliorer et qu'on développe d'autres cultures pour que les gens puissent réussir. Voilà un peu ce qui se dit. Et il faut qu'on... et si on évalue les enseignements, les départements ont une matière objective pour décider de ce qu'ils font. Sinon, c'est abstrait. Nous, ça nous est arrivé 2 fois à la faculté des sciences. Que ce soit les étudiants qui se plaignent d'un enseignant pour qu'on lui ôte les enseignements. Qu'est-ce qui empêchait le département de faire son travail pour savoir que le collègue ne donne pas les enseignements qu'il faut? Et comment on contournait le problème? Vous savez quoi, madame? Comment on contournait ce problème? Oui. Les notes de ce prof en jury, on les éliminait. Nous tous, on était conscients que ce n'était pas normal. Mais il a fallu attendre que les étudiants soient en grève pour qu'on lui enlève ses enseignements. Un système qui s'autorégule peut régler ce problème par l'autorégulation. Il y a beaucoup de talents, il y a des talents qui ne cherchent qu'à servir et on ne les utilise pas suffisamment. Mais je regrette, il y a aussi des cours qui ne se renouvellent pas, des feuilles qui blanchissent, des gens qui ne peuvent pas utiliser la machine, etc. Malheureusement, c'est ça. Et il faut qu'on le constate, qu'on le dise et qu'on veille. Et c'est pour cela que moi, très tôt, j'ai été responsable du recrutement du département de chimie. On prenait la crème de la crème, les meilleurs des meilleurs. Et pas seulement ceux qu'on formait à Dakar, qui étaient formés partout et on les prenait. Parce que l'endogamie n'est pas une bonne chose pour une université. Il faut que les gens viennent d'horizons divers, qu'il y ait des idées, choc du travail, et à partir de là, on pourra avancer. Oui, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a des choses à redire. Merci beaucoup. La question de M. Fall est la suivante. Comment une université qui ne peut avoir un équilibre budgétaire peut avoir un équilibre budgétaire si elle compte juste sur la commande publique de l'État? Non, non, non. Franchement, c'est très simple. Nous, on a voté pendant 7 ans le budget en disant que c'est insuffisant. Et on l'écrit. On l'écrit. Mais on va chercher. Maintenant, à partir des ressources de l'État, on optimise la gestion. Ce que les ressources mobilisées n'autorisent pas, on fait une gestion projet. Et on va chercher avec des partenaires cela. Ça prend beaucoup de temps, c'est très très difficile, mais ça ne nous a pas empêché de faire bouger les lignes. Mais à regarder la structure même de notre budget avec une contribution trop prépondérante de l'État, et encore, il y a pire que ça. Quand on a commencé à montrer qu'on pouvait produire des ressources, mais le ministère des Finances a voulu limiter ce qu'on donnait à l'université. Et ça c'est pas acceptable. Au lieu de nous encourager à améliorer les ressources. Donc, il y a une incompréhension. Est-ce que certains se demandent pas si l'université n'est pas inutile? Non, parce que c'était à se poser ces questions-là. Or, si ce n'était pas l'enseignement supérieur au Sénégal, je regrette, on n'aurait pas la place qu'on a aujourd'hui et les possibilités et les opportunités qu'on a. Si je puis me permettre sur cette question-là. Allez-y, docteur. Si vous prenez le budget qu'on a voté cette année, je pense qu'il était de 55 milliards et les 15 milliards étaient produits par l'université. Donc, on ne peut pas dire que tout le budget de l'université vient de l'État du Sénégal. Les 35 milliards viennent de l'État, effectivement, mais les 15 milliards viennent de l'extérieur. Si vous prenez le port de Dakar, je pense qu'ils se sont vantés cette année d'avoir produit 10 milliards, d'avoir reversé au Trésor 10 milliards. Donc, l'Université de Dakar a produit 15 milliards cette année, le port de Dakar a produit 10 milliards. Le port, c'est quand même quelque chose qui est censé être lucratif, alors que nous ne sommes pas nécessairement lucratifs. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que
l'Université de Dakar, les universités sénégalaises en général, rendent service à la nation parce que nous acceptons de former les gens, de former les élèves, quoi qu'on dise, nous acceptons de former les étudiants en prenant plus que ce qu'on aurait dû prendre. L'Université de Dakar actuellement a 75 000 étudiants. Si on prenait des étudiants en fonction des infrastructures qu'on a et des enseignants qu'on a, on aurait pris quelque chose comme peut-être 30 000 étudiants ou 40 000 étudiants maximum. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on accepte que l'État nous donne le double d'étudiants que ce que nous pouvons encadrer. Ça, c'est effectivement un problème qu'on peut poser. On peut décider que l'Université de Dakar va prendre les 35 milliards de l'État, prendre 30 000 étudiants et puis ça nous permet de produire beaucoup plus d'argent. Ou bien alors, on accepte qu'on se sacrifie, on accepte tous les étudiants presque que l'État nous veut bien nous donner. On essaie de produire des ressources, mais en fait, comme l'a dit le recteur Sall, en plus, dès qu'on produit plus de ressources, on a une chute de revenus qui... Je crois que ça a coupé, non? Non, non, on vous entend. Oui, en plus, dès que l'université se met à produire des ressources, on a l'État qui commence à pinailler, à dire « ouais, on va vous donner moins d'argent, etc. » Donc ça, c'est un cercle vicieux, malheureusement. Mais bon, on rend quand même service à la société et on en est fiers. Monsieur Ba, merci beaucoup. Monsieur Ba, continuons à prendre tous les jeunes qui en font la demande et essayons de leur donner une chance. C'est tout à notre honneur. Il faut que quand même l'État nous aide, mais que la société aussi nous aide à mieux financer l'université. On a augmenté le nombre d'étudiants sans augmenter le budget suffisamment, sans augmenter le nombre d'enseignants suffisamment. Malgré dans la dernière période, il y a eu des efforts sur les constructions, c'est insuffisant. Mais il faut que l'État sache qu'est-ce que l'Université de Dakar peut lui apporter. L'Université de Dakar doit être une université de recherche pour aider l'ensemble de l'écosystème à avancer. Donc, dans l'intérêt même de l'État, l'État doit réduire le nombre d'étudiants à Dakar pour que les gens l'a signalé, on a trop de charges d'enseignement, ce qui fait qu'on consacre peu de temps à la recherche. Mais l'État doit renforcer les infrastructures dans les autres universités. L'université de Ziguinchor. Imaginez que Ziguinchor ait 30 000 étudiants. Qu'est-ce que sera l'écosystème là-bas? Imaginez que Saint-Louis ait 30 000 étudiants. Que sera Saint-Louis? La ville elle-même s'est développée alors qu'on a seulement 12 000 étudiants. Si on en avait 30 000, que ce soit la même chose à Thiès, à Kaolack, à Tambacounda, il faut diversifier la carte. Mais Dakar, avec son potentiel, avec ses réseaux, doit être réservé pour être une université de recherche. J'ai participé dans un ouvrage collectif sur les flagship universities in Africa. On va arriver à ce niveau-là. On va comparer les universités. Et nous, on doit concentrer des moyens à un certain niveau, faire des plateformes très relevées pour pouvoir être compétitif d'abord en Afrique avant d'être compétitif dans le monde. Mais M. Ba a parfaitement raison. Il y a des efforts qui sont énormes, qui sont faits in situ. Mais il ne faut pas aussi que ce soit une privatisation rampante de l'Université de Dakar. Oui, ben, merci beaucoup, professeur. Nous venons de boucler 1h30 d'émission. Je ne pourrais finir sans aborder la question des valeurs. Pourquoi? Parce que tout au long des valeurs sont revenues de vos présentations, de vos propos à tous les deux, solidarité, éthique, entraide. Donc, il est important, je pense, qu'on puisse aborder cette question des valeurs. Qu'est-ce que cela implique pour vous, monsieur le professeur? Non, c'est vrai que il y a la formation et il y a l'instruction. Les étudiants arrivent à l'université entre 18 et 20 ans.
21 ans, sortent de l'université 3 ans plus tard, 5 ans plus tard. Donc, avec des parchemins, et ne retournent pas chez eux, créent leur propre domicile. Donc, il faut que l'on puisse les accompagner pour qu'ils transforment la société. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'universités mettent en avant des valeurs et, dans la pratique, essaient d'aider les étudiants à acquérir ces valeurs-là. Nous avons essayé, sans le dire directement, en créant les camps citoyens à l'Université de Dakar. Et aujourd'hui, tous les étudiants, on n'en a pas encore fait l'évaluation sérieuse, tous les étudiants que je rencontre qui avaient participé à ces camps non seulement réussi leurs études, mais ont réussi dans leur insertion sociale. Donc, nous devons aider au savoir-être de nos étudiants pour transformer en bien la société. L'université, c'est le savoir, c'est le savoir-faire, mais c'est surtout le savoir-être. Le savoir-être, c'est des normes éthiques extrêmement élevées. Et il faut accompagner les étudiants à essayer d'adopter ces valeurs-là par la pratique, par le conditionnement, de sorte que quand ils sortent, ils ont ces valeurs et ils essaient de les reproduire dans la société. Aussi bien au niveau de l'enseignement supérieur, quand on a dirigé les assises de l'éducation et de la formation avaient proposé 4 valeurs pour tous les élèves du Sénégal. La foi. Nous sommes un peuple de foi. Le respect. Au Sénégal, si tu ne respectes pas les anciens, tu ne te respectes pas, tu ne comptes pas. La créativité. C'était pour qu'on aille à l'école, pas pour reproduire les choses à l'identique, mais pour créer de nouvelles choses. Et finalement, on a ajouté la solidarité. La solidarité, pas parasitaire, mais la solidarité réelle de l'entraide et où on se tient les uns les autres. On a ajouté dans le livre d'autres valeurs, comme le travail, comme la citoyenneté, etc. Mais quel que soit, quand on est allé en Côte d'Ivoire pour déterminer les valeurs que les gens devraient avoir, le collègue canadien avait amené un lot de cartes avec des valeurs. Et on a demandé aux collègues de nous proposer 3 valeurs. Chacun a proposé 3 valeurs qui étaient différentes, mais dans l'argumentaire, l'objet était le même, c'est de créer quelqu'un éthiquement très, très élevé. Et ça, c'est la responsabilité de l'enseignement supérieur. Quand on sort d'un système, on doit sortir avec ses valeurs de travail, de sérieux et d'éthique. Et ce n'est pas pour rien que le juge Kéba Mbaye avait fait sa leçon inaugurale sur l'éthique aujourd'hui, point. Merci beaucoup, professeur. Je poserai la même question au docteur Ba. Merci. Le recteur Sall a dit quelque chose d'intéressant. C'est que souvent, la question des valeurs est une question qui est implicite dans nos pratiques. Je pense qu'il faut qu'elle soit plus souvent explicite. C'est-à-dire que effectivement, nous formons des étudiants, nous formons des gens qui sont jeunes et souvent, certains, par exemple, ont cette conception selon laquelle nous les formons d'abord dans une discipline et nous les formons parfois à un métier également. L'une des choses qui est importante à l'université, et je pense que c'est vraiment la valeur par excellence de l'université, c'est l'intégrité. C'est-à-dire que les universitaires, normalement, cherchent la vérité et n'ont pas peur de se tromper. Quand ils se trompent, ils reconnaissent qu'ils se trompent. Donc, tu ne peux pas être universitaire véritablement si tu n'es pas intègre. Et en fait, cette intégrité-là, elle ne doit pas être uniquement scientifique. C'est une qualité qui doit être une qualité qui doit gouverner notre vie. Nous devons avoir une vie intègre si nous sommes vraiment véritablement intègres. Donc, nous avons un devoir d'exemplarité en tant qu'enseignant-chercheur. Donc, il y a des choses
qui ne sont pas admissibles de notre part, parce que nous sommes censés être intègres. Et une deuxième valeur, me semble-t-il, qui est importante, c'est le courage. Nous l'avons dit, nous avons une loi qui garantit les franchises universitaires. Mais que cette loi-là existe ou pas, en fait, les libertés académiques sont la condition même d'une vie universitaire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas libre, si vous n'avez pas le courage d'interroger ce que vous êtes et ce que vous croyez, vous ne pouvez pas être un universitaire. Donc, ça demande du courage et c'est la condition même de l'intégrité. On ne peut pas être intègre si on n'est pas courageux, si on a peur. Ces deux valeurs-là me semblent être des valeurs extrêmement importantes pour n'importe quel universitaire, où qu'il soit. Il faut que, explicitement, que nous les revendiquions et que nous les fassions nôtres en tant que communauté. C'est ce qui fait que le plagiat, par exemple, est inacceptable. Ce n'est pas que, si vous plagiez, le problème n'est pas que vous avez, ce n'est pas juste que vous aurez une mauvaise note, c'est que vous allez à l'encontre même de ce qu'est un universitaire, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche la vérité et qui peut reconnaître quand il se trompe. Donc, ces valeurs-là, je pense qu'il faut les expliciter parce que l'un des problèmes qu'on a, c'est que si on n'explicite pas ces valeurs-là, ça nous paraît évident, mais ça peut ne pas paraître évident aux étudiants qui peuvent sortir sans avoir conscience de l'importance de ces valeurs-là. Si on les rend explicites également, c'est important pour nous. Quelqu'un ici a demandé quelles étaient les normes éthiques, etc. S'il n'y avait pas des problèmes éthiques à l'université, etc. Oui, il y a des problèmes éthiques à l'université, comme il y en a partout dans la société. Mais en fait, ces problèmes éthiques-là sont encore moins admissibles chez nous, mais à condition que nous le reconnaissions, que nous le disions et que nous nous tenions les uns les autres, que nous demandions aux uns et aux autres de respecter ces normes éthiques-là, sans lesquelles nous ne sommes pas ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens qui cherchent d'abord la vérité et qui enseignent par ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ba. Nous venons de boucler 1h40 d'émission. Monsieur Ba a dit quelque chose, le docteur a dit quelque chose de très, très important. C'est effectivement les modèles à l'université, ce sont les enseignants, les modèles des étudiants. Et ces enseignants doivent avoir un comportement éthique extrêmement élevé. Il est attendu des enseignements au standard international dans leur discipline. Et pour ce faire, ils doivent faire beaucoup d'efforts. Et ils doivent être honnêtes à leur endroit et honnêtes envers la communauté. Mais ce qu'il a dit, et c'est là, pour cela on parle de ces valeurs, c'est que tout est implicite dans nos universités. Il faut l'expliciter. Il faut le mettre au fronton. Il faut qu'on le répète. Il faut un conditionnement, comme disait Pavlov, un conditionnement, c'est-à-dire qu'on le répète, jusqu'à ce que chacun adhère dans cette exigence d'élévation, cette exigence de probité morale. C'est ça. Il faut que nous participions à la transformation de la société par les produits que nous mettons à la disposition de la société. Pas seulement les savoirs que nous transférons, mais par les produits eux-mêmes. Comment ça se fait que, ce n'est pas seulement au Sénégal, toute la sous-région est dirigée par les diplômés de l'UCAD. Toute la sous-région. J'ai honte quand on me dit que celui-là a détourné ceci, celui-là. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on se regarde et qu'on voit que l'université, ce n'est pas ce qu'on a hérité. L'université, c'est ce qu'on doit construire pour que notre société soit efficace. Il faut que les jeunes qui nous fréquentent sortent en étant meilleurs que nous, mais en vulgarisant des valeurs extrêmement élevées. Exactement ça. Et ça, c'est non seulement d'avoir les valeurs, mais de les conditionner dans ces valeurs, mais de les mettre à la tâche comme des citoyens qui s'impliquent et qui donnent. Quand j'ai envoyé des étudiants à Tessékéré
mais c'était la première fois que ces étudiants arrivaient dans une zone aussi difficile, sans eau potable. Et pourtant, ils sont restés 15 jours. Ils ont donné des services. Et chacun s'est bonifié. Chacun a cru en lui-même et en l'autre. C'est ça l'université. Faire en sorte que chacun croit en soi, à sa capacité de transformer les choses, mais à partir de quelque chose de valable, quelque chose de partagé universellement. Voilà ce que nous voulons construire. Il faut qu'on se le pose, il faut qu'on se le dise. On n'en prend pas encore le chemin. Il faut des débats comme ça pour qu'on explique pourquoi c'est les franchises, et que ce n'est pas l'endroit de non-droit, mais au contraire, c'est l'endroit de tous les possibles, de toutes les contradictions possibles à partir d'un raisonnement cohérent. Et voilà ce qu'on cherche. Et vraiment, je dois féliciter M. Ba pour avoir explicité l'exemplarité des enseignants. Et c'est pour cela que les enseignants, il faut qu'on les choisisse bien au niveau de l'enseignement supérieur. Il faut que ce soit des talentueux, mais qui travaillent beaucoup, qui aident beaucoup et qui soient d'une générosité sans limite. Parce que c'est comme ça. Nous tous qui avons ce niveau-là, on a été aidés par quelqu'un. Assez souvent, pour nous des sciences en tout cas, un Européen, même si on est formé à Dakar. Pourquoi il l'a fait? Parce que pour lui, la science doit être partagée. Nous aussi, partageons la science. Aidons les jeunes à montrer leur talent. Et je puis vous assurer, madame, il y a énormément de talent dans notre pays. Énormément de jeunes qui sont capables. Aidons-les à avancer. Et certainement, on trouvera le champion qui nous aidera à être un pays développé. Bien heureux nous sommes de vous avoir reçu ce soir. Il est très rare de voir autant d'optimisme, surtout avec des thématiques que nous développons liées au Covid, et qu'aujourd'hui, le secteur le plus critiqué de notre pays puisse avoir des hommes avec autant d'optimisme nous donne encore beaucoup d'espoir. Foi, respect, créativité, solidarité, générosité, partage. Vous avez su en faire montre durant cette session. Merci au professeur Sall. Merci à notre docteur Adiba d'avoir partagé ce moment inspirant. Inspirant, je le dis, je le répète. Pourquoi? Parce que depuis ce soir ou depuis hier, les résultats du bac sont en train de tomber. L'année scolaire 2020-2021 risque d'être épique pour de nombreux. Et pour les parents en particulier, ça va être extrêmement difficile. Et vous voir avoir ce type de discours-là nous permet de garder espoir en ce pays. Parce qu'il faut le dire, il faut garder espoir en ce pays, de croire qu'il y a encore des hommes en mesure de faire don de leur personne autant que vous le faites. Merci pour cela. Et aujourd'hui, c'est une émission qui a été très, 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 très inspirante. Nous vous en remercions. Je remercie aussi Rokhaya Dieye, Mahadi et Mohamed qui étaient au service technique. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Le Covid est encore là. N'oubliez pas les gestes barrières. Ne sortez pas sans masque et que Dieu vous garde et à jeudi, Inch'Allah. Merci à tous. Merci encore, professeur. Merci encore, docteur. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Yeah. Now the for Jahle, now the for son. Yeah, I diplom, but get me long. But take it, be let be done. But first you tell it be the first be born. Yeah. Sama beat bop Muna yor mic kama guma job Soxla gëna bari bu ne di ma tam ne man a gëna toog bul ma sa jóg bu mu gëdd dog yaa ko fi mën mbaam di nga kook lépp sotti léegi ma ne dina mat soxna ki doom fu ma leen di fat
ji laa gën a bëgg maa ngi jëm mag bu ma kenn yàqal foog ma defa jeex tàkk pense bi la dund bëgg lu bees tàkk gisoo sama show bi foog ma tàkk nee sama maay yóbbu meer bi mag dama bëgg a doon star lu mi town bi li ma bëgg yëpp am ci sound bi mënuma wax lépp bu ma kenn laaj maa ngi ci yoon bi. What's up, what's up, what's up? How life is treating you? No damn it, just a sign. Not talking like wahoness of mine. Wahoness of mine. Yeah, what's up, what's up, what's up? Bukalu just a sign. You walk more like fight. You never think they could take wahoness of mine. Jumba just so fuck even go out. Yeah. Yeah. Yeah, oh, yeah, 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 oh, can I get a room to later, you? Maga chicken room, the boat, they have the bottom. Seeing that I do so. Yàgg fande dugg club taxuma jël buntu man dama gëm ne sooner or later bu soobee bu dina